La série Kart 2000 Molson Export. Une présentation de Molson Export, jeune depuis 1903. Aujourd'hui, en direct de Toronto, la deuxième séance de qualification du Molson Indy édition 2000. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon samedi après-midi à tous. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle, Didier Scranon, toute l'équipe de Pierre Bélanger. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième volet de Sport automobile aujourd'hui. Nous sommes gâtés. Nous avons le plaisir de vous présenter cette séance de qualification qui s'annonce spectaculaire, Bertrand, parce qu'hier, les éléments sont venus perturber une partie des coureurs en piste. Oui, parce que c'est une procédure un peu particulière en série kart des qualifications. Alors, sur circuit routier, il y a 2 séances de qualification. Le vendredi après-midi et le samedi après-midi. Et pour chaque séance, c'est divisé en 2 groupes. Alors donc, groupe 1 et 2 qui ont chacun 30 minutes à eux seuls en piste. Et comment c'est déterminé ça? Alors, vendredi, donc hier, pour le groupe 1, c'était les voitures les plus rapides à Cleveland en qualification. Alors ça formait un groupe. L'autre groupe, c'était les autres voitures. Alors donc, on divise comme ça. Et pour aujourd'hui, c'est à partir du résultat d'hier. Et le problème, c'est qu'hier, donc, le premier 30 minutes s'est déroulé sur une pluie. Et il y a une période de 15 minutes entre les 2 séances. On a asséché, on a même envoyé la voiture à propulsion là, qui assèche la piste plus rapidement. L'autre groupe, donc les plus rapides de Cleveland, sont entrés en piste pour leurs 30 minutes sur une piste qui s'asséchait. Et dans les derniers 10 minutes, c'était complètement sec. Alors, on a pu coller des temps canons. Et évidemment, dans le groupe des plus lents, il y avait Fittipaldi, Braque, Papis, Carpentier, évidemment, Tagliani. Ça, sont fait prendre. Donc, on a dû rouler 30 minutes sous la pluie. Très forte au début, ça s'asséchait, mais pas suffisamment. Ils étaient à peu près 5 à 10 secondes plus lentement que les autres. Période de pause de 15 minutes. Après ça, le groupe des rapides est arrivé. Des rapides de Cleveland, donc, qui ont profité d'une piste extraordinaire dans les 10 dernières minutes. Ça a vraiment été très rapide. Alors donc, normalement, on se base sur les résultats du vendredi pour former les groupes du samedi. Mais là, il n'y aura pas de changement parce que le premier groupe a été tellement pénalisé par la pluie qu'il a fallu donc apporter aucun changement. Bon, alors voici les résultats d'hier. Alors donc, Franchitti devant Montoya, Castroneves, Andretti, Deferrand, Vasseur. La petite surprise, Servia, quand même, qui fait très bien. Suivi de Gugelmin, Hurta, D'Amata et Moreno. Ça a été donc les 11 qui ont participé à la séance des rapides, la première séance du vendredi après-midi. Par la suite, pluie, donc. Regardez les temps, là. 1,03 pour le plus lent, c'était Moreno. Et Fittipaldi, regardez, il y a déjà 6 secondes d'écart avec ceux du deuxième groupe. Alors, pourquoi Moreno, qui est le meneur au championnat, a eu de la difficulté hier? Un autre règlement kart, si vous causez un arrêt de séance, vous êtes pénalisé la course suivante. Alors, lui a dû rater 8 minutes sur les 30 en raison de cette pénalité. C'est un peu sévère, mais ce qu'on a voulu surtout éviter, Bertrand, c'était... En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est s'assurer que tout le monde était prêt pour la séance, que tout le monde travaillait bien et que ça n'en vienne pas à pénaliser les autres. Mais évidemment, quand un incident se produit et qu'on n'y est pour rien, ça devient un peu frustrant parce que ces 8 minutes-là sont souvent très importantes. Pensez à Patrick Carpentier à Portland, notamment, qui avait été non seulement gêné ou ralenti par ces 8 minutes-là, mais parce qu'il avait dû tout donner à la toute fin, tourner et tourner encore, il s'est retrouvé constamment coincé derrière des retardataires et ça l'avait pénalisé sur sa position à la grille de départ. Alors, l'autre petit règlement pour compléter, 2 trains de pneus sont permis pour la séance de 30 minutes. Alors, les pilotes, normalement, entrent en piste, font un temps canon, reviennent au puits, font quelques ajustements et retournent en piste à la toute fin pour essayer de faire un temps de qualité. C'est toujours un petit peu plus difficile à suivre, évidemment, qu'une séance de Formule 1, parce qu'en Formule 1, dans un week-end normal, disons, si la température si le temps est bon et si la température est relativement normale pour la saison, les pilotes vont en piste 4 fois en général, 3 tours au total. Alors, c'est facile à suivre et tout se fait vers la fin. En série kart, c'est plus désorganisé. En fait, normalement, donc, ça serait 2 fois, sauf qu'ils sont divisés en 2 sur 30 minutes. Ça revient à peu près au même. Mais et en général, il y a une chose qui est tout à fait conséquente avec la F1. Souvent, c'est à la toute fin que les meilleurs chronos s'inscrivent. Alors, c'est de cette façon que nous allons le suivre. Bon, alors, Bertrand nous a parlé de la séance d'hier qui a été perturbée par la pluie. Ce matin, les voitures ont roulé dans une séance libre, comme ça se fait d'ailleurs à tous les programmes de la série kart. Voilà ce que ça a donné. Ceux qui espéraient peut-être de retrouver
nos amis Carpentier et Tagliani, un peu plus dans le coup ce matin, seront peut-être déçus de voir ces résultats, bien qu'il faut toujours les regarder avec un certain recul, mais quand même, on peut voir qu'ils se retrouvent encore relativement loin. Hein? Oui, parce que Tracy est dans le même groupe qu'eux pour la séance de qualification de cet après-midi. Regardez ce qu'il a réussi à faire ce matin, donc 4e. Alors, ça me dit qu'on a des petits ennuis de réglage. Carpentier disait cette semaine, chez cette écurie-là, on n'a jamais réussi à avoir des bons résultats à Toronto. Le mieux qu'on a fait, c'est 11e sur la grille dans son camp. Et comme vous pouvez le constater, c'est toujours la même chose. C'est une constante en série card depuis plusieurs années. Entre le premier que vous avez vu au tableau et le 18e qui est Alexandre Tagliani, il y a à peine une seconde et quelques fractions. Donc, c'est très resserré. Souvent, ce sont de petits détails qui peuvent expliquer une 16e place par rapport à une 7e, par exemple. Alors, ce sera donc un élément à retenir pendant que nous allons suivre cette séance. Nous allons faire une pause et au retour, nous allons nous entretenir pour la première fois aujourd'hui avec notre collègue Didier Scrannon. À tout de suite. Aimeriez-vous expérimenter l'aventure passionnante de la course automobile? Aimeriez-vous vivre les mêmes sensations de course que les Villeneuve, Carpentier et Tagliani? Inscrivez-vous à l'école de pilotage Autosport Passy, située au circuit de montagne. Aucune expérience nécessaire, personnel qualifié et encadrement sécuritaire. Pour une chance de vivre une expérience unique, communiquez dès maintenant au 450-473-91-91. Le goût, c'est important pour eux. Et pour moi, il faut aussi que le prix soit raisonnable. Avec l'immense variété de fruits et légumes frais disponibles à l'année, c'est pas le choix qui manque. Et à bon prix. Consommer chaque jour de 5 à 10 portions de légumes et de fruits dans le cadre d'une saine alimentation peut réduire les risques de cancer, de maladies du cœur et d'accidents cérébrovasculaires. 5 portions? Ça peut être un repas où on retrouve une salade, une pomme de terre, des légumes d'accompagnement et des fruits pour dessert. C'est aussi simple que ça. Les légumes et les fruits, en mangez-vous suffisamment? Les Alouettes de Montréal, des colosses, des titans, des machines humaines, des armoires à glace. Suivez le football avec Molson Export, fier partenaire des Alouettes. Molson Ex, jeune depuis 1903. La série Card se poursuit à RDS. Et avec Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani en piste, tout peut arriver. Mais pour l'équipe Players, le but est clair. J'ai hâte de gagner. Go, go, go! La série Card Molson Export, dimanche à RDS. Ben voilà une vue aérienne qui est assez spectaculaire de Toronto. Vous voyez qu'il y a quelques nuages assez bas. Enfin, il y a surtout de la brume en altitude, là. Et c'est, je pense, l'indication parfaite des conditions qui prévalent présentement là-bas, c'est-à-dire qu'il fait relativement chaud, relativement humide, et on n'a pas l'impression qu'il va pleuvoir, en tout cas dans les prochaines minutes. Ça, c'est déjà de bon augure. Peut-être qu'on peut tout de suite aller retrouver notre collègue Didier Scrannon, puisqu'on parle de météo et on parle de ce qui se passe là-bas, pour lui peut-être demander un premier rapport, une première prévision, et nous mettre dans le coup, surtout sur nos deux pilotes québécois, qui ont des résultats qui apparaissent, à prime abord, décevants lors de la séance de réchauffement, ou en fait de célèbre ce matin. Didier, bonjour d'abord. Bonjour, messieurs. Oui, comme je l'ai trop souvent mentionné depuis le début de la saison 2000, du côté de l'équipe Players, à prendre avec des pincettes. Surtout Alexandre, avec qui j'ai passé une bonne quinzaine de minutes après la séance d'essai ce matin. Là. Vous savez qu'il a la mauvaise habitude de se ronger les ongles. Eh bien, s'il avait eu les dents encore plus longues, là, je pense qu'il se rendait jusqu'au coude. Parce qu'il avait extrêmement de difficulté à comprendre qu'est-ce qu'il pouvait faire pour améliorer la situation. Et en même temps, il se disait, il m'a fait ce geste-là. Il dit, Didier, il dit, moi, je conduis. Là. Il dit, comme ça. Là. Il est juste toujours à la limite là, de la catastrophe. Et puis, bon, il se... Je ne veux pas utiliser le terme se plaindre, parce que quand je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas vraiment, il dit, est-ce que vraiment tu veux que j'aille dans l'aspect technique? Mais j'ai dit oui, parce que j'aimerais comprendre. Il dit, c'est pas compliqué. Il dit, dans les virages, on est capable d'entrer assez rapidement. Mais il dit, à mesure ou au moment où on veut mettre l'accélérateur, on voit ceux qui sont devant nous définitivement s'échapper
alors que nos voitures sont hyper vicieuses et difficiles à contrôler. Donc, c'est pas un problème de motricité, c'est un problème de comportement lors de la reprise de motricité, c'est ça? On n'est pas capable de transférer la puissance au sol. On a même essayé, lors des derniers essais, d'allonger l'empattement de la voiture en y allant avec une voiture qui était un peu plus longue, vers l'arrière, qui transporte un petit peu de poids vers l'avant pour que la voiture pointe bien. Mais là, on avait encore perdu la motricité. On est revenu à l'ancien empattement de la voiture et on a encore une fois le même problème. Il faut dire qu'on peut en parler longuement. On aura l'occasion de le faire pendant cette séance de qualification du samedi après-midi, ici au Monson Indy à Toronto. Mais une chose est certaine, on se fait prendre de plusieurs façons, comme par exemple les pneus. On a testé à Sebring il n'y a pas longtemps avec des pneus qui vont être les prochains pneus qu'on va utiliser sur circuit routier dans la série kart, mais pas ici à Toronto. Alors, Patrick était hyper emballé et puis, résultat maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de résultat. On pensait justement avoir trouvé quelques bons trucs lors de ces essais à Sebring, Didier. Oui, définitivement. Et ce qu'on a appliqué à Sebring n'a pas du tout fonctionné ici. C'est ce qui rend les pilotes un petit peu hystériques. Écoutez, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de faire un brin de jasette avec lui pendant cette séance de qualification, mais la famille Tagliani est ici au grand complet. Donc, Bruno, le grand-père d'Alex et le père d'Alex, Remo, qui lui tentait d'expliquer un petit peu la différence des autres, parce que lui, c'est un... Vous savez, est-ce que je peux me permettre de faire une imitation de M. Tagliani? Ouais. Parlant du moteur, par exemple, d'un kart, parce que c'est là qu'on a commencé en kart, là, M. Tagliani dit comme ça, il dit, les moteurs, là, il a une âme. Si tu les comprends pas, les moteurs, ça marchera pas. Alors, lui, écoute les autres voitures passer et tente d'expliquer à son fils à un moment donné que le son de ta voiture, Alex, n'est pas tout à fait le même à la sortie du dernier virage. Ça prend un certain temps avant de monter en régime. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait avec les mêmes rapports de boîte de vitesse. Et là le fils est un petit peu emporté en disant « Non, mais on a exactement les mêmes rapports qu'on avait l'année passée. » Là, il m'explique qu'avec le moteur Mercedes, on avait 5000 à l'heure de vitesse de pointe différents par rapport aux performances de Greg Moore ici. On a un moteur qui est plus performant, mais on n'arrive pas à l'exploiter à la sortie des virages, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et comme le disait Bertrand aussi, Didier, parce qu'on y reviendra un peu plus tard, la séance va commencer bientôt. Pour une raison ou pour une autre, ça n'a jamais fonctionné à Toronto. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a une forme de malédiction là, sur l'équipe Players, sur ce circuit urbain. Il faut dire que c'est un circuit qui est très particulier. On a l'impression qu'il faut vraiment avoir les réglages parfaits, l'équilibre parfait pour y réussir, parce qu'il y a cette longue ligne droite le long de l'avenue Lakeshore, cette drôle de série de virages après. C'est pas évident pour peaufiner les réglages. On va s'arrêter et au retour, on va assister donc au début de cette première portion de la séance de qualification, la deuxième du Molson Indy de Toronto. À tout de suite. Un show privé d'une mégastar internationale. Et la façon d'y assister avec 3 de tes amis, c'est... Le retour des sons gagnants, la façon d'assister au Blind Date Molson Drive. Ça va brasser cet été. Aucun achat requis réservé aux 18 ans et plus. Michael Schumacher n'a qu'à bien se tenir. David Coulthard est à ses trousses. Belle manœuvre de la part de Coulthard. C'est bien joué. Il est là. Oh, et les deux se sont touchés légèrement. Made me very angry, which is why I gave the unsporting gesture. Après 9 Grands Prix, Michael Schumacher n'a plus que 12 points d'avance sur David Coulthard. La course au championnat se poursuit alors qu'on vous présente le Grand Prix d'Autriche demain matin en direct à RDS. Nous sommes de retour. Nous avons des images qui nous proviennent en direct du circuit de Toronto. Évidemment, c'est un très bel endroit puisqu'on est directement sur le bord du lac Ontario. La portion rapide dont je vous parlais tantôt, c'est le long de l'avenue Lakeshore. Donc, aux abords du lac, il y a évidemment bien des gens qui viennent avec le voilier. En fait, on peut dire que les deux événements du Canada offrent un très, très bel environnement. Celui, bien sûr, de Toronto et celui de Vancouver également. Et vous pouvez voir que la tour du CN est vraiment effacée là, dans ce brouillard, dans cette brume sèche, comme on dit. Un circuit qui se déploie sur le terrain de l'ancienne exposition nationale, avec une ligne de puits extrêmement large, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'espace.
Et ça, ben, au moins, c'est rassurant du point de vue sécurité. Et voilà, c'est fait, c'est parti. Le premier groupe, donc, est admis en piste. Et même si, en général, on ne peut attendre de miracle du premier groupe, il sera quand même intéressant de voir quelle sera la place que pourra occuper ces gens-là. Et ça, ben, c'est l'une de nos caméras à nous dans la ligne des puits. Il semble qu'il y a déjà des ennuis dans la calée. Hein? On s'appelle le démarreur à l'arrière de la voiture pour la lancer. Alors, Alexandre Tagliani vient d'entrer en piste pour Carpentier. Il faudra attendre de relancer le moteur. Et voilà qui est fait. Alors, il y aura 14 voitures normalement dans ce groupe. Donc, 2 trains de pneus, une demi-heure, 14 voitures en piste. Et le seul avantage qu'aura l'autre groupe plus tard, c'est qu'évidemment, on va déposer un peu plus de gomme de caoutchouc dans la trajectoire idéale. Alors ça va les aider, ça va leur offrir un peu plus d'adhérence. C'est pour ça que presque toujours le deuxième groupe est plus rapide que le premier. Et dans le contexte aussi, Bertrand, des précipitations d'hier, ben, on parle d'une piste qui... En tout cas, on n'a que regarder le nombre d'incidents ce matin au virage 3. Le virage 3 qui est celui qui apparaît au bout de la longue ligne droite. Pour réaliser que la piste était relativement peu adhérente ce matin. Alors, à surveiller dans ce groupe, évidemment, c'est pas Tracy qui est là à l'écran, oui. Il y a Fittipaldi avec Kenebrac, Papis, Carpentier, évidemment, Tagliani. Alors, il y a au moins 5-6 pilotes de pointe. Et certains pilotes se sont plaints de ce format de qualification. On se dit 2 fois 30. Donc, pourquoi pas faire 1 heure avec tout le monde? En théorie, c'est pas mauvais. En pratique, c'est pas évident. Pourquoi? En Formule 1, il y a 22 voitures. En kart, il y en a 25, 26. Exact. Et les circuits sont beaucoup plus courts en kart. Alors, vous en mettez 26 sur un circuit plus court, il y aurait des méchants problèmes de circulation. Et comment? Et évidemment, il y en a d'autres qui disent qu'ils souhaiteraient en Formule 1 une journée du vendredi qui veuille dire quelque chose. D'autres disent « Ah oui, mais regardez, hier, finalement, ça a pénalisé une partie des gens, alors que là, les tours rapides vont commencer à s'enregistrer. » Je pense que Tracy va y aller pour un premier tour rapide. Ça va être intéressant de le voir. Il connaît évidemment très bien le circuit de Toronto. Il a déjà gagné une fois. Alors, le temps le plus rapide hier, rappelons-le, de Franchitti, 58,8. Ce matin, on a fait 58,1. Bon, alors évidemment, des conditions complètement sèches ce matin par rapport à hier, même si la piste s'asséchait rapidement et s'améliore. Bon, il ne paraît pas encore lancé pour Tracy. Je ne sais pas si ça a des ennuis ou fait un autre tour d'observation. Peut-être, oui. Alors, si vous voyez parfois un petit X sur la voiture, comme c'est le cas pour Paul Tracy, bon, c'est qu'il ne s'agit pas de la voiture principale au départ. C'est la voiture qu'il avait ce matin déjà, donc pas d'ennui de dernière minute pour Tracy. Je pense que ce matin, dans le cas d'Alexandre Tagliani aussi, hein, on roulait avec la voiture 33X au cours du week-end. Ouais. Alors, Massimiliano Papis, ben lui, ça semble lancé. Ouais. Alors, ça va nous donner déjà une première bonne référence. Et vous avez peut-être remarqué qu'on a des angles de caméra différents cette année. Ça, c'est le long de l'avenue Lakeshore. C'est peut-être un petit peu difficile à reconnaître au départ, mais le fameux virage 3, le voilà. Il y a une zone de dégagement, bien sûr, juste au bout, là, qui permet aux voitures de s'y retrouver en toute sécurité quand on fait un tout droit. Et c'est là aussi, parfois, Bertrand, quand il y a des contacts entre les voitures, ça devient un parc de stationnement. Papis sera, pardon Bertrand, sera probablement la première vraie référence. Un circuit de 2,8-2,4 km. Alors on dit que c'est un peu court. Hein? C'est court. 1,75 000, 11 virages. 112 tours, cette épreuve. C'est Ricard qui a eu beaucoup de nouvelles à annoncer. On en parlera dans la pause entre les deux séances avec Didier. Alors voilà Papis qui s'amène dans les derniers virages. Il y a d'abord celui vers la droite. Papis
soleil sur circuit urbain. Hein. C'était fait 6e à Long Beach, 5e à Détroit. Alors, on peut faire un bon temps ici alors qu'on voit Tagliani. Ouais, ben c'est ça. Voilà le fameux dernier virage. Oui, les S qui mènent où on sort tout près, mais moins qu'à l'époque. On a refait ce tracé là, du dernier virage à Toronto où c'était extrêmement limite dans les premières années. Alors, Tracy Bertrand, 58-3-6-9. Papis, 58-9-7-3. Là, on roule vraiment dans la cadence. On va descendre encore, c'est bien évident. Mais on est vraiment dans la cadence qu'on attendait. Tracy qui revient à la ligne des puits après avoir enregistré le meilleur temps de ce groupe. Carpentier au passage précédent a fait 59. Ben là, il vient de faire 58-5-5-6. Donc, ça lui fait le 3e temps. Alexandre, 59-323. Ça lui fait le 6e temps sur le groupe de 13. Là, on roule avec Papis. Et on va retrouver Didier qui a des nouvelles pour nous. Oui, c'est encourageant de voir que les deux pilotes Players, messieurs, ont réalisé leur meilleur temps du week-end jusqu'à présent. Alors, c'est une belle performance. Je suis en train de surveiller ça sur le moniteur, tout comme vous sans doute. Alors, ça commence de fort belle façon. Conditions qui sont, de ma foi, j'ai l'impression idéales, même si on a perdu la tour du CN complètement dans les nuages au moment où on se parle. Mais ça reste quand même à l'est de la piste pour l'instant. Bon, l'important, c'est qu'il n'y a pas de précipitation comme telle. Bravo. Mais on souhaite surtout du côté des pilotes Players et ceux de ce groupe-ci qu'il y ait de la pluie dans l'autre groupe pour réaliser les choses un petit peu. Évidemment, pour que ce soit juste pour tout le monde. Oui, les deux pilotes Players, d'ailleurs, ont prôné, je pense que vous en avez parlé en début de reportage, là, des essais où tout le monde serait en même temps sur la piste pendant 1 heure et où on aurait 14 tours, par exemple, de permis, 7 dans la première demi-heure et 7 dans la seconde pour mettre les chances un peu plus égales pour tout le monde. Kenny Brack vient de faire le temps le plus rapide, 58-0-91. Et là, on est dans les bas 58. On est à la cadence des meilleurs temps de ce matin. Alors, je ne sais pas si c'est annonciateur de la séance folle qui nous attend dans la deuxième portion, mais wow! 58-0-91 pour Kenny Brack. Donc, il vient de reléguer Paul Tracy au 2e rang. Carpentier est maintenant 5e, Tagliani 7e. Pendant Tagliani, le voilà, Alexandre. Alors, vous avez vu le petit X là, tout près du numéro 33 à l'arrière. De ce circuit, regardez les plaques de ciment qu'on a installées dans la majorité des virages. C'est pour éviter que l'asphalte se désagrège. Regardez les pneus, c'est comme en Formule 1 dans le temps, ils sont très larges, très adhérents et ça arrachait littéralement l'asphalte. Regardez là, juste là. Alors donc, on a mis ces plaques-là pour mieux résister, sauf que l'adhérence n'est pas parfaite. Hein. Alors, il faut, les pilotes disent qu'il faut piloter avec un petit peu d'anticipation parce que quand on passe de l'asphalte au ciment en entrée de virage et l'inverse en sortie, la voiture valse beaucoup. Il faut toujours anticiper. En plein milieu du virage. Je te rappelle le virage 6 à Trois-Rivières, Bertrand. Hein, c'est ça qu'on avait fait au bout de boulevard du Carmel. Ça s'en vient, incidemment, le Grand Prix de Trois-Rivières, ça nous permet de le dire. Ça s'en vient rapidement. Dernier week-end du mois de juillet. Oui. Ouais. Messieurs. Et vous y serez, Didier, n'est-ce pas? Oui, définitivement. On va avoir l'occasion de faire des reportages sur la Formule Atlantique et d'y courir, bien sûr. On a rappelé à Tagliani dans les puits. Alors, ce dernier va s'amener après avoir fait quelques tours en piste. Je vois des pneus neufs, mais je ne sais pas si on va les monter tout de suite sur la voiture. Et là, c'est... En général, on y va à peu près après le 2e ou 3e tour. C'est le tour le plus rapide, tour de décélération, et on ramène ça à la maison. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ce matin, on a installé des pneus neufs sur la voiture de Patrick et il était plus rapide avec des pneus qui avaient 20 tours d'usure que sur des pneus rapides. Ah oui. On a pensé qu'on avait eu un mauvais train de pneus. Son ingénieur nous a dit que ça pouvait arriver parce que normalement, on doit dire un minimum de 5 dixièmes de seconde de mieux avec un train de pneus neuf par rapport à un train de pneus usagé. Là, c'est Fernandez qui a le tour le plus rapide maintenant. 58-0-5-6. Brack est 2e, Tracy 3e. Celui-là, c'est Tarso Marquez. Fernandez qui avait fait 4e à Long Beach sur la grille, donc lui aussi bien à l'aise sur ce type de circuit. Ouais. Alors, pour l'instant, Carpentier 6e, Tagliani 7e. Il y a au moins une bonne demi-seconde qu'on doit gagner. Là. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... Parce que vous pouvez imaginer que les temps qui seront enregistrés dans la deuxième moitié
seront pour la plupart supérieurs. Donc, vous voulez déjà vous classer assez haut dans le second groupe, au moins pour vous retrouver, dans le pire des cas, à peu près à mi-chemin à la grille de départ. Celui-là, c'est Norberto Fontana, si je reconnais les couleurs. Commandite de la télé par satellite américaine, DirecTV. Et Didier est toujours tout près. Mais là, cette fois, près de l'auto d'Alexandre, Didier. Oui, en effet, où on va remettre le capot après avoir joué sur les ajustements des amortisseurs à l'arrière. Il faut dire qu'on a fait énormément de changements tout au long de ce week-end. On les voyait à presque 5 ou 6 reprises durant une session comme ça, changer les amortisseurs et changer les ressorts également. Tout ça dans la recherche ultime de la tenue de route, chose qui est difficile à trouver ici. Ben, Massimiliano Papis, pendant que vous parliez, Didier vient d'avoir de la difficulté lui aussi. Hein, vous avez vu ça? C'est pas... Enfin, on a vu la roue bloquée là, considérablement au freinage au virage 3. On l'a vu faire un petit geste. Je ne sais pas s'il s'en voulait ou s'il y a eu un problème quelconque, mais... Peut-être qu'il parlait à son ingénieur, peut-être par communication réduite. Ouais, je t'avais demandé ça. Et voilà Kenny Brack qui va tenter de reprendre ce qu'il avait obtenu précédemment, c'est-à-dire le meilleur temps. Il est tout près. Fernandez a fait le meilleur temps, mais l'écart est minime entre les deux. Alors, vous voyez les temps qui apparaissent. En circuit urbain, parce qu'en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y a Monaco en F3, il y avait Pau dans le temps en 3000, mais là, on n'en fait plus. Alors... En effet. Voyons voir pour Breck, dont le patron est bien occupé ces jours-ci. Hein? On ne sait pas. On verra si les décisions de Ray Hall amènent la série Car dans la bonne direction, mais on ne peut pas les accuser de dormir sur leur laurier, comme on dit. Est-ce que son écurie de s'asseoir sur leur laurier. Oui, mais est-ce que son écurie va l'accuser de ne pas être suffisamment présent? Parce qu'on sait qu'il s'occupait même de stratégie en course. Alors, c'est peut-être pas très bon qu'il ne soit plus là, puisqu'il rappelait le président par intérim de la série Kart. Bon, et Breck n'a pas amélioré, Bertrand. Passage. On a aperçu Tracy qui est là. Alors, Fernandez, Breck, Tracy, Papis toujours, Blundell, Carpentier, Tagliani, Nakano, Fontana, Jourdain, Marquez, Kurosawa et Garcia. C'est l'ordre des 13 pilotes jusqu'à maintenant en piste. On approche de la moitié de cette portion de 30 minutes. Voilà Patrick Carpentier. Au dernier virage. Excellente sortie. C'est un peu bizarre, c'est qu'on se plaignait dans le passé du moteur Mercedes, du manque de motricité, donc de réaccélération en sortie de virage. Et là, ça semble encore des ennuis, mais là, c'est pas le moteur, ce serait ce qu'on appelle l'adhérence mécanique, le travail des ressorts, amortisseurs, suspension. Voilà Kenny Brack. Et on voit devant lui Paul Tracy. S'amène au virage 3, au bout de la ligne droite, la longue portion rapide. Je pense que Brack a pensé que Tracy allait le laisser passer. Hein, puis, là, il va le faire, mais, j'ai l'impression que Brack a vu son essai bousiller à cause de ça. Je vois sportif de Tracy, parce qu'on avait vu Tracy regarder dans ses rétroviseurs. C'est vrai que Brack était là. S'il était sur un tour de décélération, il aurait tout de suite le laissé passer. Et à propos de Paul Tracy, Didier, vous avez des choses à nous rajouter? Je ne sais pas si vous pouvez voir ou s'il le porte présentement. Le casque qu'il a aujourd'hui est bien particulier ce week-end. C'est un heureux mélange du design qu'on retrouvait sur le casque de Greg Moore et le sien. Et ce casque a fait l'objet d'une vente aux enchères. Et c'est Lisa Tracy qui a payé le maximum pour ce casque, soit 32 000 $, qui iront à la fondation Greg Moore. Bravo. Et en plus de ça, vous vous souvenez de son copain de toujours, qu'on voyait qu'il accompagnait de Vancouver, Peter Baljet. Il est ici aujourd'hui et lui a décidé de racheter le casque à Lisa Tracy pour 15 000 $, ce qui veut dire qu'on a ramassé, faites le total, là, 47 000 $ pour la fondation Greg Moore au cours de ce week-end avec seulement ce casque. Ah, formidable. Il doit y avoir beaucoup d'émotions. Rick Moore est là, je pense, hein, son père. Oui.
Oui, j'ai pas eu l'occasion de le croiser à la piste, mais il était là pour les cérémonies qui ont eu lieu avec le banquet cette semaine, là, en rapport avec la Fondation Greg Moore, justement. Tous les pilotes, dont particulièrement Tracy, Papis, Frank Kitty, qui étaient des proches de Greg, étaient bien sûr de la partie. Ouais. On a vu Tracy rentrer au puits. Hein. Il a effectivement ruiné un tour à Breck et possiblement Fernandez qui arrivait très vite. Oui, exact. Alors, les temps tiennent toujours. Pas très charitable de sa part. Pas très charitable, j'en conviens. Celui-là, c'est Mark Blundell qu'on aperçoit. Blundell, pour l'instant, 5e, devant Carpentier. Et là, voilà cette longue portion rapide. Et regardez bien comment il faut vraiment sauter sur les freins et négocier le virage exigu, le droite-gauche, qui attend les pilotes. Voilà le droit et par la suite le gauche. Et c'est là où, quand on parle de reprise, l'importance d'avoir une reprise musclée, mais en douceur à la fois, pour permettre de gagner les quelques dixièmes qui font la différence entre 5 ou 6 positions à la grille de départ. Là, regardez bien, on va négocier les derniers virages. Regardez bien comment on va assez près. Bah, malheureusement, on n'est plus à bord de la voiture, mais je pense que là, vous venez d'avoir une idée avec la caméra de face. Oui, Didier. Oui, Carpentier qui reprend la piste au moment où Alex vient de rentrer à son tour. D'ailleurs, on a gardé notre ami Carpentier dans les puits le temps qu'Alex s'en vient. Et Alex va mettre son deuxième train de pneus neufs déjà. Et partira à l'assaut d'un chrono qui, je l'espère, le mettra dans les 10 premiers. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé du côté des pilotes players, terminer dans les qualifications dans les 8 ou 10 premiers. Il faut se rappeler que, regardez, Moreno avait qualifié 17e pour terminer 4e ici l'année dernière. Oui. Et que, bon, on n'a qu'à voir la progression qu'on a eue du côté des pilotes players à Cleveland. D'ailleurs, ça, c'est une autre particularité dont je voulais vous faire mention, c'est qu'on ne comprend pas comment la voiture est meilleure avec le plein de carburant, alors que normalement, moins elle est pesante, plus elle devrait être rapide. Dans ce cas-ci, les pneus usés et le plein de carburant sont meilleurs pour les voitures de l'équipe Players. À ne rien comprendre. C'est à ne rien comprendre, mais on voit à quel point les ajustements maintenant font une très, très grande différence en série 4. Et à quel point c'est délicat de trouver l'équilibre qu'on recherche. Celui-là, c'est Jourdain. Je pense. Ah non, c'est Kurosawa, pardon. Oui, des nouvelles couleurs. Oui, ben c'est ça, je me demandais. Jaune orange. Oui. Takuya Kurosawa. Non, c'est vrai, Jourdain est toujours commandité par Herdez, lui. Ce sont des couleurs qu'on reconnaît facilement, la vert, blanc et rouge. Il n'y a pas d'incident jusqu'ici dans cette séance. C'est surprenant. On en a eu toute la journée hier. Virage 1 et 2 surtout. Ce matin à nouveau. Donc, un pauvre oiseau. Oui. Oui, Didier. Alors, chez Players, lorsque Alexandre est revenu dans les puits de ravitaillement, on ne semble pas avoir touché à la suspension comme telle. Mais comme vous le voyez peut-être en ce moment à l'écran, on est en train de vérifier les pressions. Les changements seront, semble-t-il, surtout au niveau des pressions de pneus. Les nouveaux Firestone, qui, je vous le rappelle, sont à leur dernière... dans cette version-ci, je parle, à leur dernier tour de piste, le prochain pneu a sensiblement la même carcasse, mais on dit que la gomme sera un petit peu plus tendre. C'est drôle parce que... Carpentier avait dit lors de la dernière épreuve que ça prendrait peut-être des pneus qui laissent moins de gomme sur la piste, moins de billes. Et ce ne sera pas le cas puisque la prochaine version est un peu plus tendre. Bon. Là, c'est Carpentier en dérapage. Oui. Il donne vraiment tout ce qu'il peut. Absolument. Oh. Et voilà Paul Tracy qui est de retour en piste également. Encore à peu près 11 minutes à cette séance de 30. C'est toujours Fernandez, Brack, Tracy. Trio de tête. Oui, Papis est toujours là en 4e, lui aussi. Et on verra si on peut améliorer. Voilà Breck qui est de retour également. Et cette fois, il n'est pas collé à Paul Tracy. Alors, 58-0-56 est toujours le temps de référence, celui d'Adrian Fernandez. Le voilà, Fernandez, de retour lui aussi. Il y a de l'action, là. On va vraiment pouvoir suivre les meilleurs pour l'instant. Fernandez, c'est un tour de préparation. Ouais.
circuit urbain, c'est bosselé. Hein? Ça fait partie des réalités de ces circuits de ville. Voilà les temps jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez qu'entre Fernandez et Breck, c'est minime. C'est minime également entre Carpentier et Tagliani, les deux qui ont à peu près une demi-seconde de retard sur le meneur. En fait, dans le cas de Carpentier, c'est exactement une demi-seconde sur Fernandez, au millième près. Didier, a d'autres nouvelles pour nous? Oui, on vient de justement mettre du carburant dans la voiture de Patrick. On vient d'y installer 4 pneus neufs. On fait quelques ajustements à l'arrière de la voiture. J'ai l'impression qu'on joue sur la suspension arrière. Pas les ressorts comme tels, mais peut-être le carrossage des roues à l'arrière. Oui, on joue sur le carrossage des roues à l'arrière. Peut-être un petit peu plus d'inclinaison pour aller chercher une meilleure adhérence. Est-ce qu'on peut jouer avec la répartition du poids, Didier, sur ces voitures ou sur le centre de gravité ou des choses comme ça? On peut tout faire, Pierre et Bertrand. On peut tout faire. Et si on accumule ou si on multiplie les combinaisons possibles d'ajustements, on va se retrouver avec peut-être 2 millions d'ajustements possibles sur la voiture qui, elle, réagit justement à peu près n'importe quoi. Si on change l'assiette de la voiture, si on change son angle d'attaque dans l'air, ça joue sur son comportement, c'est certain. C'est pour ça qu'on peut rajouter des gurneys, comme on appelle ces équerres qu'on retrouve sur l'aileron avant. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir au moment où on se parle. Ils sont assez nombreux pour aller chercher justement le maximum d'appui aérodynamique. Appui aérodynamique qui, je vous le rappelle, a été diminué par rapport à l'an dernier, principalement avec l'aileron arrière. Alors, on a moins d'appui aérodynamique et on a des pneus qui sont un peu plus durs par rapport à l'an passé. Et la grande déception ou controverse, c'est que justement, toutes les équipes ont le même problème, mais du côté de l'équipe Players, on semble avoir de la difficulté à trouver la solution. Ouais. Bon, ben, il est reparti, là, Patrick. On l'aperçoit. Fernandez, toujours là. Breck également qui passe derrière lui. Breck qui semble rouler très lentement, là. Ah oui, roule très lentement. Semble le long de l'avenue Lakeshore. Voilà Fernandez maintenant. Fernandez qui va compléter un autre tour. Fernandez qui a gagné ici en 96, sa première victoire. L'an passé, de 23e à 6e en course. Lui doit se repositionner par rapport à Moreno, parce que Fernandez est le numéro 1 de cette écurie-là. Oui. Cette année, il y a Moreno à ses côtés. Aïe, Moreno mène le championnat. C'est une référence un peu cruelle, surtout que Moreno a 41 ans et pas nécessairement une fine fleur, là, mais on voit que ce profite de cette chance qu'on lui donne. Et là, ben, Breck... Il a tout simplement voulu se donner de l'espace peut-être, oui, mais... Là, on va réaccélérer. Oui, mais là... Oh, il va tomber sur encore derrière Tracy, franchement. Et là, on le voit. Est-ce qu'il agite la tête? Il a peut-être mal calculé son jeu, Breck. Parce que là... Ben, regardez, là, il se laisse... il a fait le meilleur temps, Bertrand. Voilà, c'est fait, là. Breck a le meilleur temps. 57,984. On est sous les 58, messieurs. Oui, Didier. Oui, c'est ce que j'allais vous mentionner. Breck est le premier à avoir atteint le niveau des 57. Pendant que je jette un coup d'œil sur le moniteur qui est instantané. Tagliani, 58,7 et Carpentier, 58,5. C'est 8 dixièmes de seconde de mieux que ce qu'ils ont roulé depuis le début du week-end. Et là, les nuages là, de tantôt là, sur la tour du CN sont de plus en plus omniprésents. Je ne sais pas si on pourrait peut-être faire un 180 degrés rapidement pour
vous montrer que c'est de plus en plus nuageux et ce serait pas surprenant que dans le deuxième groupe, il y ait quelques gouttes parce que là, le ciel devient de plus en plus opaque. Ah, ben on aperçoit derrière vous, en effet. Je pense qu'il y a des pilotes qui seraient heureux, mais déjà, les performances... Enfin, attendons pour voir ce qu'on va faire dans la deuxième portion, mais les performances sont à époustouflantes jusqu'à maintenant. Là. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, Tagliani et Carpentier sont dans des chronos qui sont plus rapides que ce qui s'est passé hier, si je regarde mes statistiques. Donc, s'il y avait de la pluie dans la deuxième séance ou dans le deuxième groupe, les positions qu'on voit présentement seraient sans doute les positions de départ, au moins des 14 premiers. En tout cas, vous pouvez être sûr que ça va sortir vite et tôt. On fait la danse de la pluie? Allez-y donc, oui. Oh, et là, Breck est reparti pour un tour rapide. Roue bloqué au freinage au bout de la longue ligne droite. Oui, Breck... Il y a suffisamment d'espace devant lui. Alors, on verra. Carpentier, donc, il complète un tour. On voit ce que ça va donner. Il faut dire que nous, nos écrans réagissent avec un petit peu de retard. C'est pourquoi on a mis du temps à bien saisir le tour rapide de Kenny Breck là, précédemment. Breck qui se retrouve encore derrière Tracy, qui lui rentre au puits. Oui, ça en est peut-être sauvé. Peut-être. C'est quand même impressionnant, Bertrand, pour ce pilote qui a le meilleur temps jusqu'ici. On l'a dit, c'est un pilote recru officiellement au sens de la série, mais pas un pilote recru au sens de l'expérience. Il vient de la Formule 3000 européenne, donc bonne expérience, sauf qu'il a fait les 3 dernières saisons en Indy Racing League, donc exclusivement sur ovale. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il est allé tout droit. Oui, il a été impressionné, j'ai l'impression, messieurs, par les attaques de Carpentier. Voyons. Parce qu'il n'allait pas rapidement, c'est ça qui est bizarre. Ben non, il allait pas très vite. Et il regardait dans le miroir et je crois que Breck a peut-être, à un certain moment donné, voulu justement ne pas nuire à Carpentier. Et finalement, il a fait un tout droit. Ou il savait peut-être qu'il avait un ennui. Ou enfin, on aura peut-être une explication un peu plus tard. Papis très agressif. Papis qui est 4e pour l'instant, avec un recul de 443 millièmes. Non, voilà, il lâche la tête. Hein. On le voit encore très bien dans l'habitacle. Il sait qu'il a raté son tour, je pense. Peut-être. Avec une petite erreur à la sortie du virage 3, ça donne plus rien. Ça fait 2 fois, là. Ouais. Alors, Papis est devant Blundell par 1 millième de seconde. Alors, il reste 2 minutes et demie, Didier. Oui, messieurs, on a bien voulu laisser Carpentier encore sur la piste, mais je viens d'entendre une conversation de ce dernier pendant que on vous montre le moniteur que normalement là, je surveille pour bien vous décrire l'action, où on retrouve le Paul Tracy qui est déjà descendu de sa voiture. Les chronos sont là, bien sûr. Tout ça pour vous dire que je viens d'interrompre une conversation de notre ami Carpentier qui vient de dire « Forget it, the car is really too loose ». Donc, si vous voulez oublier ça, la voiture est trop survireuse. On avait fait déjà plus que le nombre maximal de tours sur un train de pneus où il est le plus performant, si on veut. Et il a dit ça donne rien de rester en piste, j'arrive pas à descendre les chronos. Le moniteur qui est juste ici le montre, 58,556. Ça ne bouge pas. Il vient encore de dire forget it, forget it. Il reste 2 minutes à la session, mais il va ramener ça à la maison. Bon. Ben, ce qu'on a hâte de voir, c'est où tout ce groupe va se situer par rapport au deuxième. Ben, parce que si les 11 plus rapides restent plus rapides, mais il faut ajouter 11 positions à tout le monde. Ben, comme on dit, si la tendance se maintient, et si la tendance va dans le sens habituel, vous allez voir les autres pilotes améliorer encore. Alors encore 1 minute à cette séance. Voilà la voiture de Carpentier. La dépassée, la pole 57,383. Donc on est à un peu plus d'une demi-seconde maintenant par rapport à l'an dernier. Oh, Papis roue bloqué encore, vous avez vu là au virage 3. C'est un combat avec sa monoplace. Alors, Carpentier, messieurs, sort de la voiture. Donc, c'est terminé. Oui. Il aura un chrono de 58,556 au mieux.
Et à sa démarche, ça ne respire pas le bonheur, vous l'aurez constaté. J'ai l'impression que vous allez pouvoir quand même obtenir ses commentaires éventuellement, Didier. Oui. Puis, il a retranché 8 dixièmes par rapport à ce matin. Je regarde Braque, il a retranché une pleine seconde. Alors, même la progression par rapport à ce matin est peut-être moins bonne que ce que d'autres écuries réussissent à obtenir. Bon, Papis, voyons voir. Toujours coincé à 443 millièmes de retard. Papis qui obtient là une dernière tentative puisque on est passé le 30 minutes réglementaire. Tout le monde peut revenir une fois au drapeau à damier. Oh, regardez comment cette voiture est instable. C'est vrai qu'on a 900 chevaux à l'arrière aussi. Alors, c'est un circuit urbain. Et ça bouge. Regardez comment c'est bosselé un peu partout. C'est pas évident. C'est pas une petite partie de plaisir, une petite balade du dimanche. Est-ce qu'on va pouvoir regarder son langage corporel comme à quelques reprises? Regardez, il lâche la tête. Ah non, ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. Bon, très expressif au vol. Ah, très expressif. Eh bien, Ken Hebrek a réussi sa mission, hein? Celle d'être le meilleur du premier groupe. On verra où ça va le placer sur la grille de départ. Au pire, c'est 12e. Au pire, c'est 12e. Au pire, c'est 12e. En effet. Et vous avez Adrian Fernandez qui n'a un retard que de 72 millièmes, comme vous le voyez. Paul Tracy, 3e du premier groupe. Massimiliano Papis, 4e. Par la suite, on retrouve, il nous envoie la main, il est gentil quand même. Mark Blundell se retrouve en 5e. Répondez, Pierre. Allô. Patrick Carpentier, 6e. Alexandre Taliani, 7e. Et par la suite, vous avez Nakano, Fontana, Marquez, Kurosawa et Garcia. Voilà. Oui, ça déplace à peu près exactement où ils étaient ce matin. Vous avez ajouté 11. C'est exactement ce que ça a donné ce matin. Alors, on n'a pas trouvé quelque chose pour améliorer la voiture. Bon, alors Bertrand, on va faire une pause. Il y a un arrêt de 15 minutes maintenant. Le groupe 2 sera en piste à compter de 14h30. Et après la pause, on va retrouver Didier en compagnie de Richard Spénard. À tout de suite. Prenez place confortablement et préparez-vous à de l'action continue au monde du sport Gillette. Parcourez les plus grands événements sportifs au monde en compagnie des athlètes les plus performants qui soient. Découvrez de nouvelles disciplines et laissez-vous emporter par la vague des sports les plus populaires de la planète. Du sport pour tous les goûts, du sport pour les vrais maniaques du sport. Entrez dans un univers des plus fascinants au monde du sport Gillette, seulement à RDS. Les meilleurs golfeurs et golfeuses au monde démontrent leur talent pendant 4 jours en juillet. Une fois de plus, RDS est fier de vous présenter l'Omnium britannique ainsi que l'Omnium des États-Unis. 2 tournois majeurs regroupés en un seul endroit. RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Attention, ça va brasser. Les Alouettes sont affamés. Ils ont décidé de frapper tout ce qui bouge. Retrouvez l'équipe la plus haute de l'heure au football Molson Export des Alouettes. Seulement à RDS. Un duel acharné des plus spectaculaires, non pas pour la gloire d'un seul homme, mais pour l'honneur de son pays. Suivez le Canada à la Coupe Davis seulement à RDS.
En compagnie de Richard Spénard, qui va courir, lui, cet après-midi. Il aura une belle remontée à faire parce que son coéquipier Jean-François Dumoulin a fait une petite erreur et est resté en piste alors que la session était terminée. Alors, ce qui fait que la pole de Richard en Coupe Motorola va se transformer par « je pars dernier ». Il va remonter, il connaît bien le circuit et est allé voir qu'est-ce qui se passait avec les pilotes de l'écurie Players. Qu'est-ce qui ne va pas d'après toi, Richard? On a des problèmes différents entre les deux voitures, je crois. Patrick, dans la section où j'étais cet après-midi, il était un des plus rapides. Par contre, c'était pas des sections où il y avait besoin de motricité. Ce que Patrick me dit, en virage, je le trouve assez bien, mais on n'a pas de motricité à la sortie des virages. Et puis un circuit comme Toronto, comme on le connaît, ça prend beaucoup de traction à la sortie. Si on a du patinage sur les roues, il n'y a absolument rien que le pilote peut faire. Alors, il faut travailler sur les ajustements pour avoir la motricité. Dans ce sens-là, j'ai parlé à Alex après la séance d'essai libre de ce matin et il était vraiment ramassé à la cuillère ou, prends ça comme tu veux, il était très frustré de la situation. Tu as sans doute parlé à tes pilotes depuis cette session. Bien, écoute, c'est frustrant parce qu'on a les pilotes players, c'est des pilotes combatifs. Spécialement Alex, il est habitué d'être très agressif et puis il semble pas être capable de conduire de sa façon. Pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, les ingénieurs travaillent fort. Tout le monde travaille fort, mais c'est comme on tourne autour d'un problème et puis on ne semble pas pouvoir le pointer. C'est pas parce qu'on est paresseux ou on n'essaye pas. L'effort est là, mais on n'a pas pointé le problème. Et puis le problème est au niveau des ajustements. Hier, ça n'a pas aidé. La pluie, on a abîmé une voiture, on a sauté sur l'auto de rechange pour Alex. Alors, on se retrouve dans une position difficile. Dans ton travail, Richard, c'est bien sûr peut-être indiquer à des pilotes là où ils pourraient améliorer leur performance, surtout en surveillant qu'est-ce que les autres font. Est-ce qu'on fait la même chose du côté des ingénieurs? Est-ce qu'il y a une communication, par exemple, entre toi et les ingénieurs d'Alex et de Patrick? Oui, absolument, parce que moi, ce que je fais après les sessions, je vais rencontrer les ingénieurs. Et puis, normalement, puis ce qui est intéressant, moi, j'écoute les conversations avec les pilotes, avec les ingénieurs. Et puis, les observations qu'Alex donnait à ses ingénieurs étaient exactement les observations que j'avais de l'extérieur. Alors, on ne peut pas dire qu'on a de la mauvaise information. L'information est là, on ne sait pas trop quoi faire avec dans ce moment-ci. À un certain moment donné, là, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, Richard, Neil McElrath a dit qu'on aurait peut-être besoin d'une tête blanche, c'est-à-dire quelqu'un d'expérimenté, parce que ce sont quand même des ingénieurs qui sont jeunes avec peu d'expérience. Oui, c'est un fait. Écoute, il faut réviser notre plan d'attaque parce que c'est sûr qu'on n'est pas compétitif comme on devrait l'être. On est toujours aussi compétitif sur les circuits ovales. On était fait du testing à Michigan avec Alex, on était très rapide. On se retrouve toujours sur des circuits bosselés et puis on ne semble pas avoir le bon setup, le bon ajustement. Alors, c'est bien entendu que les équipes de pointe... on se considère une équipe de pointe d'habitude, mais de ce temps-ci, on ne fait pas le calibre. Et puis les autres qui fonctionnent bien, ce sont des têtes blanches, comme tu appelles, c'est-à-dire des ingénieurs avec beaucoup d'expérience. On a des bons ingénieurs, on a des ingénieurs qui veulent bien, mais peut-être que l'expérience qui manque fait la différence. Comment on résumerait l'esprit d'équipe? Parce que justement, ça doit créer quelques tensions. C'est pas comique, surtout lorsqu'on est au Canada, à Toronto. L'équipe Players doit bien faire ici. Il y a beaucoup d'invités. Il y a de la pression. Et puis, la pression sur tout le monde. L'ingénieur d'Alex aujourd'hui était pratiquement en crise parce qu'il était frustré. Alors, c'est pas seulement frustrant pour les spectateurs, pour moi et pour les pilotes, c'est frustrant pour tout le monde. Mais par contre, écoutez, si c'était difficile, si c'était facile, on serait peut-être pas ici. Et il aura certainement l'occasion de se défouler un peu cet après-midi. Pour ta course, qu'est-ce qu'on peut prévoir, Richard? Bien, écoute, on a déjà fait le spectacle en partant dernier puis gagné. Par contre, aujourd'hui, on est 56e, alors qu'on aurait dû partir premier. Mais c'est Jean-François qui va partir la course avec la voiture Newtech. Et puis, on espère que les drapeaux jaunes vont jouer à notre faveur. Et puis, si c'est le cas, on est en mesure de remonter. Je ne sais pas où, mais on espère gagner la course. En tout cas, je te ferai signe sur quel côté passer. Surveille la Hyundai numéro 8. Moi aussi, je pars deuxième. Salut. Merci. Richard Spénard, messieurs. Bien, merci à Didier, merci à Richard également. Nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Molson Indy 2000. Quand je t'appelle, c'est toujours occupé, parce que tu passes ton temps à naviguer. Moi, j'ai tant de choses à te raconter. Maintenant, avec le service Internet Sympatico Édition haute vitesse, vous pouvez recevoir ou faire des appels même quand vous êtes sur Internet. Pas besoin d'une deuxième ligne. Abonnez-vous avant le 31 juillet en composant le 310 3 vite. C'est-tu tout ce que t'es en train de rater? Profitez de notre offre exceptionnelle. L'accès illimité et la location du modem gratuit pendant 1 mois, la trousse de démarrage et surtout l'installation gratuite. Avec Sympatico Édition haute vitesse, naviguez et téléphonez sur la même ligne. Occupé.
Abonnez-vous dès maintenant au service Internet Sympatico Édition haute vitesse. Pour un temps limité, économisez jusqu'à 230 $ en composant le 310 3 vite. Les Alouettes de Montréal. Des colosses. Des titans. Des machines humaines. Des armoires à glace. Suivez le football avec Molson Export, fier partenaire des Alouettes. Molson Ex, jeune de... Aujourd'hui, à RDS. Suivez vos joueurs préférés de la SPGA alors qu'ils démontrent leurs habiletés exceptionnelles. Coup sur coup, ronde après ronde, suivez de vrais professionnels du golf. Soyez des nôtres pour la présentation de la 3e ronde à RDS. Nous sommes de retour au circuit de Toronto, circuit urbain en marge du Molson Indy 2000. Didier est en compagnie maintenant de Patrick Carpentier. Messieurs. Ouais. Oh, le timing est parfait. Ouf! Je le regarde, là, j'essaie de voir un petit peu son état mental. Il y a 8 dixièmes de seconde de gagné quand même, Patrick. Oui, mais attends que les autres tournent, tu vois qu'il en manque encore pas mal plus que 8. Oui, Brack a amélioré d'une seconde au complet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à Richard Spenard il y a quelques instants. Il m'a dit qu'encore une fois, on a des problèmes de motricité. Oui, la voiture, ça a été le problème un peu qu'on a eu pendant la saison. La voiture est très rapide dans les coins. J'entre dans le coin rapidement. Je suis dans le milieu du virage rapide. Il n'y a pas personne qui est plus rapide que nous, que ce soit Montoya, Brack. On fait exactement les mêmes temps en milieu de virage. Mais si tu prends le calcul de l'entrée du virage, puis tu calcules la sortie du virage où il faut mettre la puissance au sol, on perd 3 dixièmes. Mais le virage, l'adhésion de la voiture est excellente. Elle rentre très rapidement le virage. Elle sort du virage au début, mais dès qu'on arrive à mettre la puissance, on n'est pas capable. Et puis c'est beaucoup de perte de temps parce que moi, sur le moteur que j'ai là, en ce moment, je roule le moteur en condition de pluie. Mais je ne sais pas si vous savez, rouler un moteur en condition de pluie sur le sec, c'est une demi, 3/4 de seconde ou 1 seconde. C'est énormément de temps, mais on ne peut pas faire autrement. On n'est pas capable de mettre la puissance. Donc, on tue volontairement la puissance du moteur lorsqu'on pèse sur l'accélérateur. Oui, parce que sinon, un demi-tour, puis j'aurais plus de pneus en arrière, puis je pourrais jamais faire le temps. Sur mon dernier train de pneus, j'ai essayé d'y mettre un petit peu plus de puissance, et puis j'ai même pas pu m'approcher du temps que j'ai fait sur le premier train. Fait que ça, c'est malheureux. Puis tant qu'on pourra pas améliorer la puissance, c'est pas grand-chose, mais c'est une série qui est tellement compétitive qu'on peut pas se permettre ça. Tu calcules, c'est 1 dixième par virage, mais ici, il y a quoi, 11-12 virages? Fait qu'on vient de tomber à 1 seconde, 0.2 en arrière des autres pilotes. C'est pas beaucoup, mais sur un tour, ça fait beaucoup. Puis tant qu'on pourra pas mettre la puissance, puis ça a été le même problème qu'on a depuis le début de la saison, on pourra pas être en avant de peloton en qualification. Patrick, je t'ai entendu dire à un certain moment donné, forget it. Je pense qu'on est resté un petit peu plus longtemps sur la piste. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Parce qu'on a eu une conversation ce matin en disant que l'auto était plus performante sur des vieux pneus que sur des pneus neufs. Exactement. Je sais pas pourquoi la voiture sur des vieux pneus, un peu plus d'essence dans la voiture est plus performante. Puis ça se comprend aussi parce qu'on met l'essence à l'arrière du pilote. Ça fait plus de poids sur les roues arrière. Mais sur un tour complet, c'est plus lent un petit peu parce que quand on a trop d'essence à transporter, bien, c'est difficile à freiner la voiture dans les virages. Puis c'est là qu'on fait aussi beaucoup de temps. Fait que c'est pour ça que nous, quand on arrive dans les épreuves, la voiture est rapide parce qu'on met le plein d'essence, ça fait plus de poids sur les roues arrière, puis la voiture a plus de motricité parce que c'est notre seul problème. Puis si on pouvait avoir ça sans mettre l'essence dans la voiture, bien, on serait plus rapide. Bon, là, état d'âme. Parce que là, on a les explications. Il sourit, mais là, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est à la télévision. Non, je suis pas content. Les gars savent que je suis pas content. Et puis, je trouve ça malheureux, mais il va falloir en sortir bientôt parce que c'est vraiment plate. Mais pour mon état d'âme à moi, je sais que cette voiture-là, aujourd'hui, qui mette n'importe qui dans la voiture, elle n'aurait pas été plus vite. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai frôlé les murs à peu près sur tout le tour du circuit. Et puis, c'est tout ce que je peux faire. Moi, je suis content. J'ai fait mon travail. Je m'entraîne à la semaine longue. Je travaille vraiment fort pour mettre cette voiture-là en avant. Et puis, la voiture n'est pas là. Fait que c'est un petit peu malheureux pour ça. Mais moi, je suis content parce que je sais que moi, j'ai tout donné.
Donc, Toronto, Monster Indy, le fait qu'on soit au Canada, que Players a une armada de VIP, comme on dit ici, c'est pas plus de pression pour Patrick. Oui, puis c'est malheureux parce que Toronto a tout le temps été un circuit plus difficile un petit peu pour les voitures Players. Greg a tout le temps eu aussi un petit peu plus de difficultés. Mais on a eu vraiment des bonnes courses. Players, c'est tout le temps tourné de bord, puis m'ont donné une bonne voiture pour l'épreuve. Puis on va espérer que c'est ce qui va se passer demain parce que l'épreuve est plus longue qu'elle l'était par le passé. On a 12 tours de plus. Si on réussit à stabiliser l'arrière de la voiture un peu, on ne devrait pas partir en dérapage puis terminer l'épreuve, bien ramasser des points. On peut se ramasser dans les 5 premiers, 4e, 3e. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais sauf que c'est plate de partir en arrière comme ça. C'est pas bon pour moi puis c'est pas bon pour l'équipe. Je t'ai entendu dire hier à Alex, en bon vétéran que tu es de l'équipe Players, fais-toi-en pas, Alex, il faut prendre son temps ici à Toronto. Oui, parce que c'est une longue épreuve. L'année passée, j'ai sorti de piste à 3 reprises. J'ai fait une crevaison en plus de ça. Puis on a terminé 10e ou 11e. Fait que si j'avais pas fait tout ça, je pense qu'on aurait été facilement dans les 5 premiers. Puis en fin de semaine, c'est important d'amasser des points. Je pense qu'on va être fort au Michigan puis à Chicago. Mais à Toronto, je sais pas pourquoi, mais les ajustements n'ont jamais été là. On retourne donc dans le transporteur. On se casse les méninges puis on souhaite avoir trouvé la solution pour demain dimanche. Oui, on va travailler fort. On va continuer à travailler, tu sais, mais la voiture est bonne. C'est ça qui est le plus fâchant. C'est parce que la voiture est bonne. Elle tourne en virage rapidement. Elle a de l'adhésion au sol, mais on peut pas avancer. Fait que c'est ça qui nous tue complètement. Il manque une petite chose que j'espère vous trouverez d'ici demain. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une grosse chose parce que ça fait longtemps qu'on la cherche, cette petite chose-là. De retour à vous, messieurs. Bien, merci beaucoup. Merci à Didier, merci à Patrick. Bien, vous voyez que les voitures du deuxième groupe viennent tout juste d'entrer en piste. On va leur laisser le temps de faire un tour de préparation et faire un tour lancé. Nous, on fait tout de suite une pause et on sera de retour dans quelques instants. Pas même une seule fois, elle ne t'a demandé des bijoux ou des fleurs. Jamais ne t'a embêté avec ses questions, ni accusé de toujours laisser le siège levé. Ton auto te donne toujours tout ce que tu attends d'elle. Ne mérite-t-elle pas que tu la gâtes un peu en retour? Alors, nous sommes de retour. Les voitures du deuxième groupe qui commencent leur tour rapide, progressivement. On aperçoit Roberto Moreno. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est vraiment la vedette de l'heure en série kart. Non seulement la vedette par ses performances, mais aussi par tout le caractère très sympathique là, de ses belles prestations. Et pendant qu'on regarde Roberto Moreno et quelques pilotes du groupe numéro 2. On va retrouver Titi qui est en compagnie d'Alexandre Tagliani. Messieurs. Alex, je viens de parler à Patrick. On a quand même gagné 8 dixièmes de seconde, mais même si la voiture est bonne en entrée de virage, on a encore des problèmes de motricité. Non, c'est la voiture est extrêmement mauvaise. On a des gros problèmes avec l'ajustement de la voiture en ce moment. On avait une pas pire voiture dans la pratique de ce matin, considérant qu'on avait roulé avec des vieux pneus. Mais les ingénieurs ont décidé de faire un changement sur la hauteur de la voiture en arrière, puis c'était extrêmement mauvais. Puis on n'est juste pas capable de tout mettre les pièces du puzzle ensemble pour avoir un ajustement qui est juste assez bon pour nous sortir du gros plan. Donc c'est super décevant. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à travailler fort puis jusqu'à temps qu'on trouve les ajustements. Alex, je te sens définitivement très frustré de la situation. Oui, je suis extrêmement déçu parce que c'est pas un manque de travail de la part des ingénieurs, c'est pas un manque de travail de la part des pilotes, mais je veux dire, je fais équipe avec un gars qui a 4 ans d'expérience en série kart, puis il a de la misère à matcher ses temps de l'année passée. Donc on a sérieusement un problème avec la voiture compte tenu que le moteur est meilleur. Est-ce qu'il y a une solution? Il semble pas y en avoir.
Bien, c'est sûr qu'il y a une solution, les autres l'ont trouvé, donc il faut continuer à travailler avec les données qu'on a et puis essayer de faire en sorte de prendre les meilleurs résultats de piste en piste, puis mettre ça ensemble, puis arriver sur un circuit, puis avoir une voiture qui a de l'allure. Toi, de ton côté, on donne toujours le maximum. Tu m'as parlé ce matin de conduire la voiture comme ça, là, sur le bout du menton. Oui, moi, je conduis toujours la voiture à 110 pratique, qualif, testing. C'est ce que je veux faire parce que je veux pas me faire surprendre quand je vais me mettre à pousser en situation de qualification. Mais c'est pas normal parce que il faut trop pousser, puis quand les autres se mettent à pousser un petit peu plus fort, ils sont toujours quelques dixièmes plus vite. Mais bonne chance quand même. Merci, Alex. Merci. Alors, Dario Franchitti est déjà 3e parmi le groupe des meneurs. Alors, vous voyez rapidement l'impact de l'arrivée en piste du groupe des meilleurs. Patrick Carpentier le disait, il attend que les meilleurs soient là, enfin les meilleurs, les plus rapides, et vous allez voir la différence. Donc, pour ceux qui viennent de s'intercaler, la Franchitti, Montoya maintenant 3e, Franchitti 4e, Michael Andretti 8e. Et bien déjà, ça descend. Hein? Alexandre Tagliani est déjà 12e. Il reste à avoir des temps là, de Vasseur, Servia, De Ferrand, Herta, bref. Voilà Michael Andretti. Pour être honnête, cependant, il faut dire qu'il y a 2 écuries qui ont la même combinaison que l'écurie Clios qui sont devant. On parle du Ford avec châssis Reynard. Oui. Et c'est l'écurie Real, l'écurie Patrick. Alors on parle donc Papis et Braque, ainsi que Fernandez et Morin. Alors tous les autres, c'est du Honda, c'est du Toyota, c'est du châssis Lola. Alors, bon, ça peut être une piste d'analyse, effectivement. Peut-être que le Reynard n'est pas si bon que ça là, en circuit urbain, parce que on verra à l'issue de la qualification, mais pour l'instant, le meilleur de ce genre de combinaison, c'est 7e. Ce matin, là. Ben, je comprends. Alors, on part -7 en parlant donc. J'apporte un petit bémol. Ah non, c'est avec raison, Bertrand. C'est une piste d'analyse intéressante. Ce qu'on trouve peut-être décevant, c'est que l'ingénieur d'exploitation de la voiture de Patrick, c'était le spécialiste des amortisseurs dans le passé. Alors, on parle en gros, je pense, de problème d'amortissement de voiture, donc on s'attendait peut-être à plus à ce niveau-là. Et là, c'est fait. Hein? Les 3 meilleurs temps maintenant sont du deuxième groupe. Castro Neves, Franchitti, Andretti. Et voilà Andretti encore qui vient de faire le meilleur temps et ajouter Christian Fittipaldi au groupe maintenant. Alors, on n'a pas mis de temps. Hein? Ça fait même pas 10 minutes que le groupe 2, que les voitures du groupe 2 sont en piste et vous voyez déjà les résultats sont absolument probants. Mais là, on était à 57-3, 8-3 l'an dernier. Où est-ce qu'on sera cette année? Probablement à peu près autour du même temps. Parce qu'il y a encore une marge de manœuvre, il y a encore des performances en réserve. Alors, les voilà qui reviennent au puits. Michael Andretti, Helio Castroneves, Dario Franchitti, Christian Fittipaldi. Et il faut descendre au 5e rang maintenant pour retrouver Kenny Braque et Adrian Fernandez. Donc ce sont les 2 meilleurs du groupe 1. Déjà Carpentier est 14e et Tagliani 18e. On retrouve Castroneves à la fin de son... ça glissait là. Oui. Castroneves, 2e temps pour l'instant. Semble-t-il que ça ne change pas. Michael Andretti, toujours pour l'instant le temps le plus rapide. Andretti a toujours aimé, je pense, ce circuit-là de Toronto. C'est jamais caché pour le dire. Il semble à l'aise dans cette configuration. 5 victoires. Montoya va entrer au puits. Oui. Fernandez in. Alors 57 666, le meilleur temps jusqu'ici. Voilà Cristiano D'Amata. D'Amata 8e pour l'instant. Chrono de 58 198.
contre, c'est Montoya ce matin qui était le plus rapide. Et sa pole à Détroit, c'était quelque chose. Hein? Il a transporté sa voiture parce qu'elle ne valait pas ça. C'est Frank Kitty qui aurait dû l'avoir. On est vraiment, chez Chip Ganassi, on est vraiment loin de la... Je dirais pas au niveau performance, parce que les performances sont quand même relativement bonnes, mais au niveau fiabilité de l'ensemble du programme, on est quand même bien loin de l'an dernier. Parce que c'est... bloqué ici au freinage. C'est pas seulement le moteur qui cède. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça aussi. Hein, mais c'est quand même une belle surprise, ce moteur Toyota, qui équipe D'Amata aussi. Oui. Moteur 100% américain. On s'en vante bien chez Toyota États-Unis. On dit que c'est développé, construit, fabriqué, peinturé, etc. aux États-Unis. Toyota au Japon. Alors on tient vraiment de... C'est important de le dire, oui. Finalement, même le programme de F1, Bertrand, il n'y a pas une forte implication britannique là, dans le programme de F1 chez Toyota. Enfin, c'est la mondialisation. Hein? Ça, personne n'y échappe dans le milieu de l'automobile. Il serait intéressant de voir aussi où en seront les deux pilotes Penske en fin de semaine à Toronto. C'est vraiment la saison du grand retour de Roger Penske avec une opération beaucoup plus simple, plus question de fabriquer des châssis. C'est même débarrassé du moteur Mercedes. On s'est débarrassé. Propriétaire. Et on sait que Goodyear a pris sa retraite. Il était très fidèle à Goodyear. Alors, une toute nouvelle combinaison. Ferrand étant chez Penske, c'est le seul pilote qui a gagné à 2 reprises cette année. Ça vous donne une idée, ça aussi, du niveau de compétition qu'on retrouve dans la série. Alors, 8 vainqueurs différents en 9 courses. Oui, j'allais dire, le Molson Indy, d'ailleurs, Bertrand, marque la mi-saison. 10e épreuve sur 20. L'an prochain, il y en aura 2 de plus. Parce qu'on ira en Europe, on ira au Mexique, on ira au Texas. Et on va laisser tomber 2 épreuves actuelles, Homestead et Saint-Louis, c'est ça? Gateway. Et on négocie aussi pour peut-être se débarrasser de Nazareth. Il y a peu de spectateurs. Ouais. Il faut dire, Bertrand, que... Et espérons en 2002, Montréal. Ah, ce serait bien, ce serait formidable d'ajouter Montréal à la liste. Mais Nazareth, c'est que j'ai toujours pensé, moi, qu'on y allait au mauvais moment dans la saison. C'est ça le problème. Parce que ça peut faire une course intéressante, Nazareth. Frank Kitty, je pense qu'il va être à surveiller aujourd'hui. 2 pauses déjà à Toronto, dont sa première année avec Hogan, qui n'était pas une grande écurie. Donc, lui est très à l'aise sur ce type de circuit. De plus en plus de gens pensent qu'il ira chez Jaguar l'an prochain. Ça veut dire qu'il va conserver les mêmes couleurs, Pierre. Ah oui, c'est vrai. Enfin, j'espère qu'il aura une écurie Jaguar améliorée l'an prochain, parce que cette année, c'est la grande catastrophe en Formule 1. Par rapport aux attentes, évidemment. Michael Andretti, toujours détenteur du meilleur temps jusqu'ici. Castroneves est 2e. Suivi de Frank Kitty, Fittipaldi, Montoya. Kenny Breck s'accroche toujours au 6e rang à titre de pilote du 2e groupe. Oh! Frank Kitty, ça n'a pas tourné. On a vu l'entrée de virage qui semblait normale, mais à la sortie, la voiture n'a jamais tourné. Et ce sera, j'ai l'impression, l'arrêt pur et simple de la séance, parce que là, il est vraiment à un endroit dangereux. Et oui, c'est fait, c'est confirmé. Il y a un endroit assez particulier, hein? C'est le virage 8. Alors, c'est très rare qu'on tape à cet endroit. Regardez bien à la reprise, qu'on verra dans quelques instants, la voiture ne tourne pas. Est-ce que c'est cette plaque de béton, Bertrand, qui a eu son effet capricieux, là? Ah, il est monté un peu sur le vibreur à l'intérieur. Hein? Ça a peut-être un petit peu débalancé sa voiture, effectivement. Et peut-être légèrement sorti de la trajectoire, piste poussiéreuse et rien à faire. Bon. Et là, c'est... on garantit le temps en course Indy. Hein? Alors, c'est 30 minutes et si on arrête... si on perd 5-6 minutes pour dégager la voiture, mais c'est tant pis. L'horloge continue à tourner. Et ça, ben, vous Sauf avez qu'on là... garantit 20 minutes pour compléter. Là. On garantit quand même un minimum de 20 minutes de temps de piste sous drapeau vert.
Alors, c'est arrêté à 16,32 à faire encore. Et vous avez entendu et vu à vitesse réelle et à son également, le son réel, ce que ça donne. Alors, les remorqueuses qui arrivent rapidement. Toujours un excellent travail. On sait que ce sont les équipes d'intervention de la série qui se promènent de course en course. Voilà Dario Franchitti. Alors, nos pilotes québécois qui étaient du premier groupe sont pour l'instant 15e et 19e. 15e, Patrick Carpentier. 19e, Alexandre Tagliani. Paul Tracy, lui, a été relégué au 10e rang avec les chronos déjà enregistrés par le premier groupe. Et voilà Franchitti qui va se retrouver à bord du véhicule d'intervention, va retourner à la ligne des puits. Bertrand peut peut-être nous donner une indication de ce circuit de Toronto et là où ça s'est produit. C'est ici. Alors, c'est assez rare. D'habitude, on passe tout droit au virage 1. On a des incidents au virage 3. Là, c'est une grande ligne droite arrière, mais c'est quand même assez serré ici. Alors, je pense qu'il monte un petit peu trop sur la bordure à l'intérieur, était projeté vers l'extérieur, donc ici. Assez inhabituel quand même. Alors, il y en a qui ont perdu des tours rapides. Hein? Il y en a peut-être qui étaient sur un tour lancé. Et bien, il faut lever le pied, rentrer au puits. Absolument. Il faut rappeler, Bertrand, que... Il sera pénalisé la prochaine fois. Exactement. Alors, on va lui enlever 8 minutes lors de la première séance de qualification. Donc, le prochain vendredi en circuit routier. Alors, ça ne sera pas dans la prochaine course parce que c'est super Oval du Michigan. Ça ne sera pas l'autre après parce que c'est Chicago qui est un peu ça sera Mid-Ohio. Mais là, il va perdre 8 minutes de la première séance de qualification. Alors, vous apercevez les temps au tableau. Michael Andretti a toujours le meilleur temps. Si vous n'êtes pas familier avec les séances de qualification aussi en série kart, il faut rappeler qu'il y a un point qui est donné pour la pole position. Donc, ça ne fait pas une grande différence nécessairement là, mais parfois, quand on a un classement aussi serré que celui-là, le point boni pour la pole... L'an dernier, ça s'est terminé à égalité parfaite entre Montoya et Franchitti. Hein? Montoya a été couronné champion. Plus grand nombre de victoires. 7 contre 3. C'était bien mérité, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Oui. Mais pour dire qu'un point, hein, même sur une saison de 20 courses, il faut tout les prendre. Il faut tout les prendre. On donne un point boni aussi pour le plus grand nombre de tours menés pendant l'épreuve. Et bien sûr, des points sont alloués aux 12 premiers au classement, de 20 jusqu'à 1. Évidemment, pas nécessairement dans une chronologie parfaite, là. C'est-à-dire c'est 20, 16, 14, 12 et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de nombre maximum de tours en qualification, contrairement à la Formule 1. C'est donc 30 minutes, 2 trains de pneus. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Et on s'arrange avec ce qu'on peut, avec son petit bonheur. Sauf que ça commence à ressembler de plus en plus à la F1. C'est en toute fin de séance que des ténors sortent et frappent un grand coup. Bon, ben Didier, puisqu'on a une pause, je sais, vous avez probablement quelque chose de précis à nous raconter, mais peut-être qu'on aura une minute ou deux pour parler de l'an prochain également. Alors, allez-y avec... vos propos que vous aviez prévus. J'ai presque eu Franchitti. Il est arrivé à pied juste à côté des kiosques Players où on se trouve présentement. Et son père arrivait dans l'autre sens avec la mobilette. Laissez-moi vous dire qu'il avait le visage assez long, merci. Il est reparti avec la mobilette et le paternel est parti à pied avec son casque. Je pensais bien, parlant de paternel, avoir la chance de peut-être faire un brin de Josette avec Remo Tagliani et le grand-père de Alexandre. Celui qui a initié Alexandre au sport automobile en lui offrant un kart, si je me rappelle bien, de son histoire en Italie, c'est ça? Oui, oui, c'est lui le fautif. C'est à cause de lui qu'on va Tagliani aujourd'hui en série kart. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'on est allé surveiller ça d'un peu plus près, c'est-à-dire ou un peu plus frais, dans un endroit climatisé avec les moniteurs, sans doute. Je soupçonne que peut-être ils avaient pas nécessairement envie de nous parler. Parce que j'ai assisté à une scène de famille dont je vais garder les propos, si vous me permettez. Il faut quand même garder une certaine intimité à l'intérieur de tout ça. Là. Mais laissez-moi vous dire que ça brassait chez les Tagliani tantôt après la séance d'essai libre. Il y a de quoi être frustré un peu par la situation. 19e, là, pour l'instant... j'ai l'impression qu'il va rester là parce que tous les autres sont du premier groupe. Mais bon, enfin. Et chez Franchitti, on peut mentionner qu'il ne peut pas sauter dans le mulet parce que s'il fait ça, il perd tous ses temps. Oui, parce que... C'est une particularité encore là vis-à-vis de la Formule 1 qu'il faut rappeler. C'est ça, c'est la voiture qu'on qualifie, qu'on classe et non le pilote. Alors, c'est pourquoi vous avez vu Coulthard dans la voiture de réserve d'Hakkinen
En France, Bertrand, si je me rappelle bien, au début de la séance de qualification, ça, il n'y a pas de problème. Mais en Série Kart, c'est la voiture. C'est ça. Alors, si Franchitti devait changer de voiture, il repartirait à 0. Là, il faudrait oublier tous les temps déjà enregistrés, incluant ceux d'hier et ceux qui Bertrand, à 57,9, il devrait quand même être bien placé sur la grille de départ. Là, pour l'instant, il est 3e. Bon, il peut peut-être perdre 2 ou 3 positions, mais pas plus. Parce que tu vois, Kenny Breck est toujours 6e là, avec ses temps du premier groupe. Regardez les immenses dérives latérales sur l'aileron arrière, Pierre. Il a beaucoup travaillé sur la voiture. Celui-là, c'est le champion en titre, Juan Pablo Montoya. Et lui, il travaille au volant. Ouais. Et regardez comment on passe près. Mais moins près qu'au début, qu'aux premières années. Moi, j'avais déjà demandé à Raoul Boisel de nous montrer avec les doigts l'écart de la trajectoire idéale à la sortie du dernier virage à l'époque. Et je te jure, Bertrand, c'était en centimètres à peut-être 3 ou 4, pas plus. Par 6, 5, 4, 3, 2. Boîte séquentielle. On a bien vu, on ne fait que pousser. Pousser pour descendre et tirer pour monter les rapports. Montoya pour l'instant, 5e temps, 57 952. Il abandonne ce tour. Oui. Et il y a son coéquipier Vasseur qui a des ennuis. Hein? Vasseur, 11e présentement. 745 millièmes de retard sur Michael Andretti, qu'on aperçoit. Roberto Moreno, ça ne va pas du tout. 14e temps pour l'instant, tout juste devant Patrick Carpentier, qui était du premier groupe, rappelons-le. Cette année, sa meilleure position est à Cleveland, la dernière course, à 4e. Alors, il dit qu'ils sont encore à développer le châssis Lola, parce qu'on a pris quand même un certain pari. Tout le monde presque avait des Reynard jusqu'à l'an dernier. Et cette année, il y a Ganassi qui a pris le pari du châssis Lola. Il y a Newman Haas aussi. Alors, celui-là, c'est Big Mo, Bertrand? Big Mo, ouais, qui avait un beau moteur de qualif la dernière épreuve. Ça lui avait permis de partir 3e. Oui, c'est vrai. Ça lui avait permis aussi de se faire des passes par tout le monde à mesure que les tours s'accumulaient. Oui. Oui, ça avait été laborieux, en effet. Tombé 10e après quelqu'un. Parce qu'évidemment, en course, on n'avait plus ce moteur de développement spécial qualif. Alors, Gugelmin, 9e pour l'instant. Retard de 6 dixièmes. Les 17 premiers en piste sont tous séparés par 1 seconde ou moins. Et il y a des déceptions, Bertrand. Là, Moreno, Hurta, De Ferran, Servia qui avait été quand même dans le coup hier. Ouais, enfin, il n'a pas la meilleure voiture, là, mais... Je pense qu'ils vont revenir pour un dernier tour rapide à la fin. Ils ont peut-être été coincés par cette interruption là, causée par Franchitti. Peut-être. C'est Vasseur qui s'amène derrière Moreno. Ouais, Moreno qui se positionne, j'ai l'impression, pour un tour lancé. Vasseur 11e pour l'instant. Et Vasseur qui revient au puits. Et derrière Moreno, ouais, je pense que... Non, ça c'est Damata qui se lance. Moreno derrière, je pense qu'il y a peut-être 3 clients sérieux là. Oui, il y a De Ferran aussi, hein? Ouais. Alors, De Ferran voudrait bien quitter cette 17e position qu'il occupe présentement. Oh, Castroneves. Castroneves est là. Lui, il est 2e.
Son écart est de 206 millièmes, très exactement, par rapport à Michael Andretti. Ferrand. Castroneves plutôt pourra-t-il améliorer? J'attends la réaction sur nos écrans. Il y a toujours un petit délai. Il semble que non. Michael Andretti est toujours là, en tête. Ça ne change pas. Franchitti est toujours en troisième, même s'il ne tourne plus. Fittipaldi, Montoya et par la suite les deux du premier groupe, Breck et Fernandez. Ensuite, c'est Gugelmin et D'Amata, Tracy 10e, Vassar 11e, Papis, Blondel, Moreno, Carpentier et Herta de Ferrand, Servia, toujours pas d'amélioration. Herta qu'on avait pensé ne pas voir, hein? On sait qu'Alessandro Zanardi, et oui, a fait des essais en fin de semaine dernière pour le de Mona. Avoué qu'on espérait le voir à Toronto. Ben oui. Finalement, non. Je voulais aider Monon à savoir qu'est-ce que valait sa voiture exactement. Mais je pense qu'on risque de le revoir l'an prochain. De toute façon, il a été à peine secret quand il a dit il suffirait que je dise on court, allez, on engage quelques mécanos supplémentaires et voilà, on fait rouler une deuxième voiture. Il ne veut pas revenir et rouler 10e. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on a compris quand il a dit qu'il valait mieux attendre le moment opportun pour orchestrer son grand retour. Montoya. Cinquième temps pour l'instant, Montoya. Améliorer. Est-ce qu'il est encore sur un tour lancé? Montoya dans la portion rapide du circuit de Toronto. Alors, il est troisième maintenant. Alors, j'attendais la réaction de notre écran. Il y a toujours un délai d'une vingtaine de secondes à peu près. Montoya, troisième. Donc, il améliore un peu. On l'avait prévu que Franchitti descendrait probablement de quelques positions. Et Castroneves maintenant, meilleur temps, 57-364. On vient de battre la pole de l'an dernier. Alors c'est Castroneves, Andretti, D'Amata, Montoya, Franchitti, Fittipaldi. Et est-ce que Montoya pourra améliorer encore? On va le voir passer. Il reste 3 minutes. Ouais, je comprends. Au total. Il aurait pu l'image, par exemple, que je vous montrais. Mais là, en coin. Elio Castroneves, meilleur temps. Michael Andretti, Cristiano D'Amata. Légèrement bloqué au freinage pour Andretti. Même chose pour Castroneves. Oh, virage raté, absolument. Encore 2 minutes. Oui, Didier. Oui, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je voulais juste vous montrer Alexandre qui surveille les moniteurs avec attention et qui décrit à ses ingénieurs, lorsqu'on voit le comportement des autres voitures, ce que lui ne peut pas faire avec la sienne. Alors... Oui, ça doit être... on peut comprendre que c'est... il préférait être assis dans le cockpit et non pas à cet endroit. Et là, il doit savoir que la caméra est sur lui parce que normalement, il se rongeait les ongles. Là. Il ne reste plus grand-chose à manger, par contre. Bon, ben on est vraiment dans les dernières minutes. Est-ce qu'on aura, comme on le voit si souvent, une série d'améliorations en rafale? Andretti, ça n'a pas bougé, troisième. Oh, et Moreno qui est immobilisé sur la piste. Et du mauvais côté. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, et ça va nuire à tous les autres, là.
Drapeau jaune localisé. Oui. Sinon, interruption. Bon, le vert que vous voyez, ça veut dire qu'on peut reprendre la cadence normale après le lieu de l'incident. Et là, encore des difficultés pour Castroneves au virage 3. Mais néanmoins, Castroneves a réussi à faire ce qu'il fallait. 57-200, il a encore amélioré, Bertrand, légèrement au dernier passage. Bon, je devrais dire à l'avant-dernier passage, parce qu'au dernier passage, on l'avait vu en dérive au virage 3. Là, c'est un peu terminé pour tout le monde, là, avec Moreno immobilisé en plein milieu de la piste. Évidemment, un drapeau jaune localisé, les pilotes doivent lever le pied. Eh bien, Castroneves et D'Amata. Belle prestation pour D'Amata. 57-539, le temps enregistré. Ouais, D'Amata a fait 5e sur le grille à Cleveland. Hein? Ouais. Ça s'en vient, ce programme. PPI Motorsports. Ouais. C'était Arciero Wells l'an passé, pour ceux qui suivent la série. Alors, il y a eu divorce et